Volvo S60 Polestar, on va prendre nos ceintures or et les attacher. On va prendre la route et c'est parti. Donc, one take de la Polestar. Si vous voyez cette partie-là du vidéo, dites-vous que vous voyez présentement la version one take. Présentement, je suis en train de filmer ce qui va être une portion essai sur route du vidéo de l'essai complet qui devrait être en ligne prochainement. Mais pour le moment, un peu comme le veut la tradition, je vous donne mes premiers aperçus de la voiture à travers ce vidéo-là qui ne sera pas édité. Donc, c'est complètement uncut. On va se trouver un endroit pour tourner dû au fait que j'aime pas la qualité de la route ici. J'ai décidé d'amener la voiture sur un chemin de campagne avec des courbes, là ici on a pas mal de bosses, on est dans le secteur Lavaltrie. La route n'est pas très belle, je dois vous avouer, mais on va quand même essayer ça, cette voiture-là. Tellement agréable. J'ai adoré mon essai avec cette voiture-là et c'est quelque chose de bien. Le problème, c'est que je croise beaucoup d'entrées de cours. J'aimerais ça tourner, mais j'ai pas le goût de salir l'auto. Puis toutes les entrées sont en neige. OK, on va tourner ici. Puis on va aller essayer de l'autre côté. Première chose qu'on remarque quand on prend le volant d'un véhicule Volvo en général, je suis sûr que c'est par rapport à la conduite, là, c'est par rapport à la sécurité, mais les clignotants sont extrêmement bruyants. Ça doit être pour qu'on soit capable de les entendre. Donc, Volvo S60 T8 Polestar Engineer. Quelle voiture! Aussitôt qu'on prend le volant, on se rend compte que la vocation de la voiture, c'est automatiquement une voiture sport. On s'en va là frôler les voitures comme les C43 MG. On va chercher peut-être les M3, les S4, S5 de ce monde. Mais avec une petite touche de plus. Ici, sur le pied droit, j'ai 415 chevaux. Est-ce qu'on ressent 415 chevaux par contre? Je le sais pas. Je dois vous avouer, on a quelque chose dans le monde automobile qui est très, très, très scientifique, qui s'appelle le butt dyno. Lorsque tu t'assois dans la voiture, puis c'est ton butt dyno qui te dit combien que tu crois que la voiture a de puissance par rapport au feedback que tu as derrière le volant. Moi, ici, je vous dirais, la voiture se contrôle plus comme une auto, ou plutôt se conduit plus comme une voiture de 330, 340 chevaux. Ici, on a 415 chevaux. On en a plus de 300 à l'avant sur le moteur à essence et un petit peu moins que 100 sur le train arrière, qui est le moteur électrique. Donc, le moteur électrique qui nous permet aussi de rouler purement à l'électricité. Cependant, lorsqu'on est purement à l'électricité, on a une autonomie d'à peu près 45 km, qui n'est pas la plus grande, mais je vous dirais, c'est la distance moyenne entre le travail et la maison pour la plupart d'entre nous. Donc, on va essayer de... OK. On peut entendre, ce qui est très drôle derrière le volant, c'est qu'on entend et le supercharge et le turbo de la voiture. On rentre en virage ici. On a besoin d'un peu d'input, honnêtement. La voiture demande un peu d'input lorsqu'on rentre en virage. Il faut quand même tourner le volant assez. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus direct. Mais somme toute, c'est bien. Suspension Öhlins de type coilover très ferme. Petite accélération. On remarque tout de suite, lorsqu'on accélère, qu'il y a un lag. Il y a un petit lag entre
Le moment où on accélère et lorsque la voiture accélère. Je m'explique. Lorsqu'on appuie sur l'accélérateur, la voiture va aller chercher un kickdown qui n'est pas tout à fait un kickdown, je dois avouer. C'est plus... L'auto est en train de décider quelle vitesse qu'elle doit prendre, puis par la suite, elle nous propulse. C'est pas... j'ai vu des transmissions beaucoup plus rapides. Je crois que le plus gros défaut de cette voiture-là, c'est vraiment la transmission. On va essayer de faire une petite accélération au 0-100. Niveau 0-100, la voiture, on nous promet un 4,5 secondes. Donc, on est arrêté. C'est quand même rapide. Je dois l'avouer. Est-ce que c'est brutal? Est-ce que ça nous colle à notre siège? Pas du tout. Mais c'est rapide. La voiture a une bonne poussée, mais j'ai essayé des voitures qui avaient peut-être 100 chevaux de moins que ça et qui, dans les mêmes proportions, le même poids, qui nous donnait un petit peu plus d'impression d'accélération brutale. Le premier exemple qui me vient en tête, encore là, on compare une manuelle avec une automatique, mais WRX STI, même avec les 307 chevaux, on a une accélération qui est beaucoup plus foudroyante à basse vitesse, je dois l'avouer. Sur l'autoroute, si on fait un dépassement, ou même présentement, j'étais à 75 km/h, j'ai déjà dépassé 100 en quelques secondes. Si on veut vraiment avoir une impression de vitesse, un feeling de vitesse, peut-être y aller avec une S5. Encore là, on n'a pas les mêmes chiffres en termes de puissance. Mais on doit avouer quelque chose, par contre. Dans le cas de la Volvo, la S60 T8 Polestar, c'est quand même assez audacieux de mêler tous ces termes-là, si on veut, supercharge, turbo, all-wheel drive, tout ça ensemble, en plus que ce soit un véhicule qui est hybride, avec une possibilité d'avoir zéro émission en roulant complètement à l'essence, complètement à l'électricité, c'est quand même assez surprenant. Lorsqu'on est en conduite un petit peu plus modérée, comme présentement, on peut, je ne sais pas si on va l'entendre par rapport au micro, on entend tout le temps un petit son de supercharge, ce qui est plaisant, mais peut être un petit peu... ça peut commencer à nous tanner à la longue, ça peut nous fatiguer. Pour qu'est-ce qui est du turbo, lui, on l'entend plus lors des grosses accélérations. Et l'effet du turbo, c'est le plus qui crée de la pression au niveau du moteur, le plus que cet air-là est envoyé dans le supercharge. Donc, le supercharge crie beaucoup plus fort lorsqu'on a une pleine accélération. Tantôt, je parlais de la boîte de vitesse. Je crois que c'est l'un des rares défauts de cette auto-là. Cette voiture-là a une boîte de vitesse automatique, donc avec un torque converter. Et il y a des très bonnes transmissions automatiques sur le marché, mais ici, on parle d'une transmission qui provient de chez Volvo. Je crois qu'elle n'est juste pas adaptée à comment la voiture est. Moi, personnellement, j'aurais opté pour une transmission peut-être de type ZF, qu'on a remarqué sur certains modèles, la ZF est très, très, très performante en termes de rapidité, en termes de la réponse comme telle de la transmission. La ZF, à l'aide des palettes derrière le volant, c'est une très bonne transmission. Là, on va changer le drive mode pour hybride. Et on n'a plus de moteur. Présentement, on roule simplement à l'électricité. En mode électrique, la voiture est propulsion. Donc, c'est les roues arrière qui entraînent la voiture. Présentement, on me dit que j'ai un range de 5 km à l'électricité. Donc, possiblement que je vais être capable de faire ce petit chemin-là
juste à l'électricité. C'est quand même assez surprenant. Lorsqu'on est derrière le volant de la voiture, on s'amuse avec l'auto, on accélère vite, on s'amuse comme tel avec l'auto, puis soudainement, on décide de mettre ça en mode hybride. On roule simplement à l'électricité. Ça donne une expérience spéciale. C'est comme si la voiture avait deux personnalités. Beaucoup plus docile en mode électrique. En mode électrique aussi, on aperçoit l'instrumentation qui change. Le contour cède sa place à un indicateur de puissance qui, lui, tout dépendamment à la position de l'accélérateur, à quel point qu'on demande de la puissance à la voiture, on a une petite barre qui va se promener. C'est un peu comme un contour. Et il y a une certaine ligne à un moment donné qui, dans le fond, nous indique un petit éclair qui est allumé ou une petite goutte. Dans le fond, la goutte signifie l'essence. Lorsque la goutte est vide, ça veut dire qu'on fonctionne uniquement à l'électricité. Lorsque la goutte devient blanche, ça veut dire qu'on fonctionne à l'essence. Et le crossover, si on veut, la ligne entre l'électricité et l'essence est pratiquement là. On la ressent presque pas. Je suis toujours à l'électricité et c'est quand même une bonne accélération. On reste à l'électricité. C'est quand même bon. Très silencieuse. On a des vitres qui sont doublées aussi sur la voiture, donc ça aide énormément au confort et à la douceur de roulement de la voiture au niveau du bruit dans l'habitacle. Les sièges qui sont réglables en plusieurs différentes positions. Il y a différents réglages sur les sièges. Ça nous donne une position de conduite qui est... je croyais que j'aimais énormément les sièges du XC90 et je croyais qu'ils étaient durs à battre. Dans le cas de la S60 T8 Polestar, les sièges sont merveilleux. Et autant que des sièges de BMW M4 ou de C43 AMG pourraient être des sièges qui sont extrêmement beaux à regarder et qui ont beaucoup de support, je suis pas mal sûr que dans le cadre de la Volvo est loin devant en termes de confort. On a réussi à faire un siège qui est ferme, mais qui est non seulement ferme, mais qui est aussi confortable et qui nous tient en place. C'est rare, encore là, un peu comme le All-Wheel Drive Turbo Supercharge, dans le cadre d'un siège qui est ferme, qui a du support et qui est confortable, c'est rare qu'on a tous ces termes-là en même temps. Voyez-vous, là, on a embarqué sur le moteur à essence, pratiquement sans le sentir. Même... parfois, c'est dur si on ne regarde pas l'instrumentation, c'est dur de dire « Ah, OK, présentement, je suis simplement à l'essence ou je fonctionne aussi à l'électricité. » Parce que la voiture est tellement bien insonorisée, ça nous enlève cette sensation-là d'avoir des moteurs qui prennent la relève l'un de l'autre en tout temps. Donc, c'est une opération qui est assez seamless, comme on pourrait le dire en québécois. Là, présentement, on n'a plus d'électricité dans le réservoir d'électricité, dans les batteries, mais on est en mode essence. La conduite est quand même bien. Encore là, le seul point négatif de la voiture, selon moi, celui que j'ai remarqué dès le jour 1, la transmission. Encore là, c'est peut-être pas grand-chose. C'est peut-être pas grand-chose pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, dans le cas présent, j'aurais aimé une transmission un petit peu plus instantanée. Des changements de rapport plus instantanés, puis aussi une meilleure gestion des rapports de vitesse comme tel.
Parfois, la transmission va penser qu'on est dans une conduite qui est un petit peu plus dynamique. Elle va nous laisser sur un peu plus haut dans les rapports. Puis peut-être qu'à ce moment-là, on aurait besoin de tout simplement changer de vitesse, passer à la prochaine vitesse. Dans le cas présent, souvent, ça m'est arrivé de me dire « Ah, coudonc, le moteur tourne bien haut. » Puis par la suite, j'ai changé moi-même la vitesse avec la palette. Donc, l'utilité des palettes, selon moi, c'est plus pour changer les rapports que de l'utiliser pour une conduite, exemple, sur circuit, comme exemple, on le ferait avec une Nissan GT-R ou même avec une Audi ou une Mercedes. Ici, on parle vraiment de, selon moi, de sélecteur de vitesse avant de dire palette de paddle shifter pour des changements rapides. Une belle transmission que j'avais essayée aussi, que j'avais bien aimée. Lorsque le modèle est sorti en mi-2012, Scion FRS et Subaru BRZ avaient une transmission automatique qui avait des changements de rapport qui étaient quand même assez dynamiques. Mais dans le cas ici, encore là, c'est peut-être juste pas la transmission adaptée pour cette voiture-là. Niveau freinage, on a d'énormes freins Brembo à l'avant sur la voiture. Même les freins arrière, même si ce n'est pas des étriers Brembo, sont quand même assez massifs. On a une très bonne puissance de freinage. Cependant, contrairement au volant qu'on sent bien la route, la pédale de freinage, je crois que j'ai pas assez de feedback à mon goût par rapport aux freins en conduite normale. Je m'explique. Dû au fait que la voiture est un hybride, elle utilise principalement l'énergie des freins pour la récupérer et l'envoyer aux batteries. Et si vous avez déjà conduit des voitures hybrides, vous le savez que la pédale de freinage dans ces voitures-là peut être un petit peu... la modulation de la pédale est quand même assez particulière et cette voiture-là ne fait pas exception de ça. Bruit de compresseur assez présent. On l'entend très bien. Présentement, on est sur une route un petit peu meilleure que le chemin de campagne qu'on avait lors du début de l'essai. Et je dois avouer que la conduite est parfaite. Le confort de roulement, on sent les bumps dans la route, on sent les bosses. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de craque ou de crevasse ou de nid de poule, la conduite est parfaite. La conduite c'est juste parfait. Encore là, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas aimer avoir une voiture de ce prix-là. On parle quand même là, de plus de 80 000 $ pour une Volvo sedan. Ce n'est pas un SUV, ce n'est pas une familiale. C'est une berline 4 portes, donc 80 000 $ et plus, tout dépendamment des options. Est-ce que l'acheteur type de cette voiture-là, est-ce que l'acheteur moyen d'une Volvo S60 qui est prêt à mettre la somme de 80 000 $ sur une voiture, est-ce qu'il va aimer avoir une voiture qui se comporte ainsi, qui brasse comme ça? Encore là, si vous achetez une BMW M4, M3 ou une C43 AMG, on va se le dire, le confort de roulement sur des routes caoteuses du Québec, j'imagine que si vous êtes sur le marché pour une berline sport de luxe, vous le savez déjà que la douceur de roulement, la douceur de roulement par rapport à la suspension, vous allez savoir que la voiture est très, 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 très ferme. Dans le cas présent, je crois que c'est probablement la suspension la plus ferme qu'on peut trouver sur une voiture du genre, mais encore là, moi, ça me plaît. Reste à savoir si les gens qui considèrent ce véhicule-là vont aimer ça.
c'est comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment une voiture. C'est un visage à deux faces. C'est un auto qui est ultra docile, mais qui peut être assez radical dans sa conduite. J'aurais aimé un petit peu plus de son au niveau de l'échappement. Peut-être un échappement adaptatif comme sur les véhicules Porsche, comme certaines Audi, un bouton pour ouvrir l'échappement. Parce que dû au fait que cette voiture-là possède le même moteur que pratiquement toute la gamme de Volvo, donc le 2 litres, 4 cylindres 2 litres turbo supercharge, ça reste une sonorité de 4 cylindres. Donc c'est pas... Encore là, il y a des 4 cylindres qui ont un très beau son, comme la petite Mercedes, que ce soit la CLA AMG, qui a une très belle sonorité avec des craquements quand on a les changements de vitesse. C'est pas le cas ici. Ici, une sonorité qui ressemble à... C'est dur à dire. C'est très, très dur à dire. C'est un 2 litres qui est assez... J'essaie de trouver un comparatif, mais je ne crois pas que j'en ai. Par rapport au son, c'est un 4 cylindres qui a une sonorité particulière. C'est pas le plus beau son que j'ai vu dans le segment. Encore là, on s'entend les Mercedes AMG, même BMW que les gens étaient un petit peu mitigés par rapport à la sonorité du 6 cylindres en ligne. C'est quand même un plus beau son que cette voiture-là. Sur certains changements de rapport en grosse accélération, j'ai entendu des légers craquements au niveau de l'échappement. Craquements, je veux dire des backfires, si on veut. Mais pas assez pour que ça soit envoûtant comme, exemple, l'échappement sur une Mercedes AMG, que les craquements de l'échappement sont pratiquement ahurissants. Il manque quelque chose au niveau de l'échappement. Encore là, je ne veux pas sembler dur avec la voiture. C'est une voiture avec une vocation sportive. Donc, bravo. Quelqu'un qui fait un U-turn en plein milieu de Brillant-Repentigny. Comme je disais, je ne veux pas être trop dur avec la voiture, mais c'est une voiture à vocation sportive. C'est le créneau de voiture que j'affectionne le plus. Donc, j'y vais en termes d'amateur de voitures de performance et non pas en tant que personne qui essaye des voitures et qui essaye de vulgariser le comportement de chacune des voitures pour les personnes qui vont écouter ce genre de vidéo-là. Je suis assez direct par rapport à ce que le package de la S60 nous offre ici. Selon moi, ce type de voiture-là, exemple, une personne qui voudrait acheter une S60, selon moi, 90% de l'acheteur moyen pour une S60 qui veut une conduite le moindrement sportive va opter pour une S60 T8 au lieu de la T8 Polestar. On a quand même une différence de prix d'environ 10-12 000 $ entre la meilleure S60, la T8, et la T8 Polestar. Encore là. On dirait que c'est une voiture qui s'adresse à une clientèle tellement nichée qu'on y va avec une clientèle qui automatiquement opterait pour un véhicule Audi ou un véhicule BMW, Mercedes. Encore là, je reviens avec, puis ça va probablement être le nom de l'article par rapport à la voiture, lorsque ça va être sur mon article écrit, mais c'est une voiture à deux personnalités. C'est vraiment... J'ai l'impression, lorsque je suis derrière le volant, j'ai l'impression de conduire une Volvo. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, que je prends des courbes, j'ai l'impression de conduire une berline allemande qui vient du département performance de la marque. Donc, exemple, les S pour les Audi ou les M pour BMW, AMG pour Mercedes. Encore là, Volvo a la gamme Polestar qui existe depuis quand même assez longtemps. Par le passé, on avait les Volvo S60 qui étaient Polestar uniquement. On avait un badge bleu.
Ces voitures-là ne se sont pas vendues en très grande quantité. Ils étaient quand même rares. Je crois qu'à part mon véhicule d'essai que j'ai eu en 2014, j'en ai jamais recroisé sur la route. Est-ce que ça va être le même cas pour la T8 Polestar nouvelle génération? On ne le sait pas. C'est quand même des voitures qui sont extrêmement rares. Donc, si vous voulez quelque chose qui se démarque sur la route sans pour autant... C'est quand même ambigu à dire. Si vous voulez quelque chose qui se démarque sur la route sans pour autant se démarquer, c'est vraiment la voiture pour vous. Mais pour vous donner une idée à quel point ces voitures-là sont exclusives, en 2019, la Volvo la Volvo S60 Polestar T8, il y en a eu seulement 20 produites pour l'Amérique. Et ces voitures-là n'avaient même pas de prix. Ces voitures-là étaient disponibles par le système de location mensuelle de Volvo. Pour 2020, on nous a promis un petit peu plus de voitures, donc plus d'exemplaires, toujours très, très limités. Je doute même qu'on dépasse la barre des 1000 voitures pour 2020. Dans le cas présent, la voiture est disponible en format familial ou en sedan. Bien que j'ai un faible pour les familiales, dans le cas présent, j'opterais probablement pour la sedan. Je trouve que la ligne est un petit peu meilleure. Encore là, si on y va avec la sedan, on va très loin au-dessus des 80 000 $. Comme je vous dis, c'est un auto à deux personnalités. C'est une voiture qui ne se cherche pas, mais qui offre quelque chose qu'on ne s'attendrait pas d'une Volvo. Donc, je crois qu'on a fait quand même le tour de cet essai-là, de l'essai de la S60 T8 Polestar. On va arrêter en appuyant sur le bouton Park, qui est quand même, je dois le dire, c'est assez particulier de mettre la voiture sur le park en appuyant sur un bouton au lieu d'utiliser un levier de vitesse. On est quand même rendu à une trentaine de minutes pour cette vidéo-là. Donc, je vais y aller sur les mots de la fin. Ici, on avait une voiture qui était quand même assez particulière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Dans les semaines à venir, vous allez avoir la vidéo de l'essai complet de la voiture. Donc, on regarde en détail au niveau du compartiment moteur. On regarde le moteur ensemble, le système multimédia de la voiture, les cadrans, les choses comme ça. Donc, je vais vous en montrer beaucoup plus à l'intérieur de ces vidéos-là. Mais comme j'ai dit au préalable, j'adore faire ces petites vidéos-là de type One Take qui me permet de les mettre en ligne aussitôt que l'essai de la voiture est terminé. Donc, il n'y a pas d'editing, si on veut, dans la vidéo. Ça donne vraiment des impressions directes sur la voiture. Par contre, c'est sûr que dans ces vidéos-là, vous allez avoir des petites longueurs. Exemple, parfois, je vais conduire, je ne parlerai pas. Mais encore là, c'est quelque chose que j'ai le goût de vous offrir. Je crois que c'est un petit peu différent dans le milieu du journalisme automobile. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions par rapport à la voiture, ça va me faire plaisir d'y répondre. Simplement, dans le bas de l'écran, vous pouvez, dans la section commentaires, vous pouvez me poser vos questions par rapport à la S60 T8 Polestar. Aussi, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer aussi sur l'icône de la cloche à côté. Comme ça, vous allez recevoir les notifications aussitôt que la vidéo est mise en ligne. Vous allez pouvoir y accéder, vous allez pouvoir le visionner. Et encore là aussi, laissez un petit thumbs up sur la vidéo si vous avez apprécié. Donc, je vous souhaite à la prochaine et bonne route et on se revoit dans un prochain essai. Salut!